Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième cours de conversion de puissance pour la filière PSI en classe préparatoire. Donc on s'intéresse dans ce deuxième cours à la puissance électrique en régime sinusoïdal. Donc pourquoi? Bien parce que la plupart des dispositifs que nous allons étudier dans la suite du cours de conversion de puissance, par exemple les transformateurs, les machines synchrones, seront des dispositifs connectés au réseau EDF. Réseau EDF qui délivre des tensions sinusoïdales de fréquence 50 Hz. Et donc il va falloir être capable de calculer la puissance consommée, par exemple, par un moteur synchrone, ou la puissance fournie par une éolienne, ou la puissance, caractériser le transfert de puissance au sein d'un transformateur. Donc il va nous falloir être capable de calculer la puissance en régime sinusoïdal. Donc comme on s'intéresse uniquement à des régimes sinusoïdaux, nous allons réintroduire la notation complexe vue dans le cours de première année en réinsistant sur toutes les définitions fondamentales, et nous verrons la représentation graphique associée qui est le diagramme de Fresnel. Nous apprendrons donc ensuite à calculer les puissances et à bien distinguer la notion de puissance instantanée, de puissance moyenne, introduire la notion de facteur de puissance et d'adaptation d'impédance. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans un second temps. Et puis nous finirons avec une portion de sujet décrit dans une prochaine vidéo de E3A PSI 2015, physique modélisation, qui s'intéressait justement à l'adaptation d'impédance. Alors, rentrons dans le cœur du sujet et intéressons-nous à l'étude des circuits électriques en régime sinusoïdal. Donc, au début, nous revenons sur une étude classique réelle, c'est-à-dire qu'on a des tensions sinusoïdales, donc elles peuvent être décrites par une fonction cosinus, par exemple, U0, facteur de cosinus oméga t plus phi. Alors, on associe une couleur à chaque grandeur fondamentale, et nous allons rappeler le nom de chaque grandeur. U0, c'est l'amplitude de U. Donc on a la valeur maximale de la sinusoïde qui est U0, et sa valeur minimale qui est moins U0. Donc l'amplitude, ça caractérise l'extension verticale de la sinusoïde. Nous avons ensuite oméga, qui est la pulsation, qui est égale à 2π fois la fréquence, ou 2π sur la période du signal qu'on relève par exemple ici. Donc oméga, elle donne l'information sur la périodicité de ce signal, sur est-ce que c'est une sinusoïde plutôt compressée horizontalement ou plutôt étirée horizontalement. Et phi u, elle, c'est la phase à l'origine de U. Et elle définit le décalage de la sinusoïde par rapport à l'instant initial t égale 0. Donc ça se voit notamment ici, puisque à t égale 0, la valeur de la sinusoïde vaut U0 cos phi. Par exemple, si phi égale 0, ça voudrait dire qu'à l'instant initial, la sinusoïde est à son maximum. Donc ça veut dire qu'en fait t égale 0 serait cet instant-là. Ici, t égale 0 est l'instant ici d'origine des axes, et donc on n'a pas phi u qui vaut 0. Alors, juste, j'ai oublié le petit u ici. Donc, voici en fait les trois paramètres essentiels pour caractériser un signal sinusoïdal. Alors, on en rajoute un quatrième, puisque vous vous rendez compte que la moyenne de U est toujours nulle pour une sinusoïde, et quand on va notamment chercher à calculer des puissances moyennes, on a donc besoin d'une autre valeur moyenne, plus intéressante que la valeur moyenne de la sinusoïde qui est toujours nulle, une valeur moyenne qui va être liée à la puissance transportée par le signal, et c'est ce qu'on va appeler la tension efficace. Alors, la tension efficace, pour se souvenir de la formule, c'est intéressant de connaître l'acronyme anglais RMS, R pour root, comme racine, M comme mean, la moyenne, et S comme square, le carré, donc le carré du signal U. Donc voici la définition de la valeur efficace de U. Alors pour la calculer, eh bien, on peut remplacer U par son expression, ça va nous faire moyenne de U0 carré cos carré de oméga t plus phi U. Alors, la valeur moyenne étant une opération linéaire, U0 carré étant constant, je peux le sortir de la valeur moyenne, et je peux aussi le sortir de l'intégrale, de telle sorte qu'ici, hop, on aura U0 fois la racine de la moyenne du cos carré, et la moyenne d'un cos carré, on se souvient, c'est 1 demi, et donc racine de 1 demi, je vais avoir U0 fois racine de 1 sur 2, autrement dit, U0 sur racine de 2. Voilà le résultat à connaître
de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, URMS égale U0, l'amplitude divisée par racine de 2. Donc ça c'est vrai pour une sinusoïde pure, sans composante continue. La valeur efficace dans ce cas-là est égale à l'amplitude divisée par racine de 2. Alors on a la tension, et bien maintenant le courant. Et bien en fait on a une propriété très importante lorsqu'on fait des études en régime sinusoïdal, c'est qu'à partir du moment où on est dans des systèmes qui sont caractérisés par des équations linéaires, et bien si le signal d'excitation vibre à une pulsation oméga, tous les autres signaux du système vibrent à la même pulsation oméga. Donc I de t, on va aussi le chercher sous la forme I0 cos de oméga. C'est la même pulsation pour tous les signaux t plus phi i. Donc c'est-à-dire que en gros, la pulsation oméga ne varie pas entre U et I. Ce qui va être propre à chaque signal, c'est son amplitude et sa phase de l'origine. De même, on aura I efficace qui sera égal à I0 sur racine de 2. Et donc on commence déjà à voir quelque chose d'essentiel qui reviendra très souvent dans l'étude des régimes sinusoïdaux, c'est que ce qui est important de connaître pour un signal, lorsqu'on connaît la fréquence du réseau, par exemple f égale 50 Hz, c'est l'amplitude et la phase de l'origine. Si on a ces deux informations-là, on connaît parfaitement le signal. Au passage, deux informations, c'est quelque chose qu'on peut représenter sous forme d'un graphe à deux axes, x, y, ou aussi par un nombre complexe, a plus jb. Donc on voit aussi pourquoi la notation complexe est adaptée à la représentation de grandeurs qui en fait sont caractérisées par deux nombres indépendants. Alors on va y revenir. Donc voilà comment on caractérise en réel U de t, I de t, et voyons quelles sont les relations entre U et I en fonction des dipôles aux bornes desquels ils se situent. Donc on a les trois dipôles ici classiques de l'électronique linéaire. Donc aux bornes d'une résistance, on aura la loi d'Ohm U égale RI. Aux bornes d'une inductance, on aura la relation U égale DI sur dt. Et aux bornes d'une capacité, on aura I égale CDU sur dt. Ces trois composants sont mis ici en convention récepteur, c'est-à-dire que la tension U et le courant I sont de sens opposé. Et dans ce cas-là, si on fait le produit U fois I, on obtient la puissance reçue par le dipôle. Et comme U et I varient dans le temps, la puissance également varie dans le temps. P de t égale U fois I, on l'appellera la puissance instantanée, puisqu'elle va évoluer aussi de manière périodique. Alors, faisons un point. On a trois types de composants qui ont tous les trois des relations bien différentes entre la courant et la tension à leur borne, ce qui risque d'être un petit peu pénible lorsqu'on va avoir des systèmes qui vont les associer en série, en parallèle. On risque d'avoir des équations différentielles assez pénibles. Donc on n'a pas une formule unique, et en plus, il va falloir dériver des cosinus, dériver des sinus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et c'est là qu'on se dit, on va utiliser la notation complexe, qu'on va introduire tout de suite, car elle va nous permettre finalement de... On était dans un monde réel, avec des sinusoïdes réels, on passe dans un monde complexe, les calculs vont être beaucoup plus faciles, donc on va pouvoir dérouler les calculs, etc. Et puis après, on pourra revenir dans le monde réel pour récupérer les informations dont on a besoin. Donc, c'est le principe de la notation complexe. Alors, comment passer au complexe? Eh bien, pour trouver le signal U complexe associé au signal U réel, alors U complexe, on le voit tout de suite, car on met une petite barre en dessous du U. Eh bien, on reprend le signal réel, sauf qu'on remplace le cosinus par exponentielle J. Et donc, on a U0 exponentielle J oméga t plus phi U. De la même pour I. De la même manière pour I, ça va être exponentielle J oméga t plus phi I. Et de par les propriétés donc très pratiques de l'exponentielle, notamment exponentielle de a plus b qui est égale à exponentielle a fois exponentielle b, je peux écrire également ça de la manière U0 exponentielle J phi U exponentielle J oméga t, et ici je peux écrire I0 exponentielle J phi I exponentielle J oméga t. Et je vous ai dit, à partir du moment où on sait qu'on est sur du réseau à 50 Hz, on sait que la fréquence de tous les signaux est la même, donc finalement cette information-là, exponentielle J oméga t, nous dit juste que U est un signal qui oscille à la pulsation oméga, qui vaut 2πf, mais ça on le savait déjà. Les informations intéressantes sont ici. C'est l'amplitude du signal et sa phase à l'origine. Et bien cette grandeur-là, on l'appelle l'amplitude complexe de U, et elle vaut U0 exponentielle J phi U. Et de la même manière, I0 exponentielle J phi I va être l'amplitude complexe de U et I. Et ces grandeurs comportent finalement toutes les informations dont nous avons besoin,
l'amplitude et la phase à l'origine. Alors comment retrouver l'amplitude et la phase à l'origine à partir de l'amplitude complexe? Bien, il suffit de prendre le module pour retrouver l'amplitude. Au passage, on retrouverait la même chose si on prenait le module de U complexe et le module de I complexe. Pour la phase, il suffit de prendre l'argument de U complexe, de l'amplitude complexe, et ici, l'argument de l'amplitude complexe I. Alors on ne peut pas reprendre, en revanche, ce n'est pas égal à l'argument de U complexe, puisqu'il y aurait le terme en oméga t qui se rajouterait. Donc, en complexe, finalement, les grandeurs essentielles, ce sont les amplitudes complexes, puisqu'elles contiennent toute l'information du signal. Et puis ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est de s'intéresser à l'opération de dérivation. Alors tout signal, finalement, en notation complexe, va s'écrire amplitude complexe, exponentielle j oméga t. Grand X complexe, exponentielle j oméga t. Ce qui fait que quand on le dérive, il y a j oméga qui va passer devant, puisqu'on va dériver par rapport au temps exponentiel j oméga t, ça va faire j oméga fois exponentielle j oméga t, d'après la dérivation d'exponentielle u qui fait u' exponentielle u. Et donc on va trouver j oméga exponentielle j oméga t, mais ce truc-là, c'est finalement le signal x de départ. Donc, on a la deuxième propriété extrêmement intéressante en complexe, c'est que la dérivation est égale à une multiplication par j oméga. Et donc si on revient sur la résistance, bon alors ici on avait u égale ri, ça reste la même chose, mais ici on avait u égale ldi sur dt. Et bien en complexe, je peux remplacer la dérivée de i par une multiplication par j oméga. Et ici j'avais i égale cdu sur dt. Je peux remplacer la dérivée complexe de u par j oméga u. Autrement dit, si dans cette relation j'isole u, en faisant passer 1 sur j oméga de l'autre côté, je peux écrire la relation u égale 1 sur j oméga i. Et on s'aperçoit de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que dans les trois cas, désormais, on a une relation similaire entre u et i, une relation de proportionnalité. En fait, on a une extension de la loi d'Ohm, qui était vraie en réel, à tout dipôle linéaire en complexe, avec un coefficient de proportionnalité qui apparaît, qu'on va appeler l'impédance Z. Et donc ce qu'on peut dire en complexe, c'est que pour tout dipôle, U est égal à un coefficient de proportionnalité Z fois I, avec Z égale R pour une résistance, Z égale JOL oméga pour une inductance, et Z égale 1 sur JC oméga pour une capacité. Donc, l'intérêt de ça, c'est que tout dipôle linéaire peut être modélisé par une impédance, et qu'après, donc si on a des circuits avec beaucoup d'impédances, elles peuvent être en série, en parallèle, et on peut utiliser les notations d'impédance équivalentes qu'on avait vues avec les résistances, et qui s'étendent au domaine des impédances. Alors voilà comment étudier les signaux complexes, et si après on veut revenir dans le monde réel, eh bien on peut le faire. Il suffit, pour repasser du monde complexe au monde réel, eh bien de remarquer que la tension U complexe, c'est la partie réelle. La tension U réelle, c'est la partie réelle de la tension U complexe. De la même manière, I, c'est la partie réelle de I complexe. Et donc en revenant dans le monde réel, on retrouve tous les signaux que l'on cherchait. Donc appliquons ce que nous venons de voir au cas d'un dipôle quelconque, qui peut être par exemple la résultante d'une association série de plusieurs dipôles, ou avec des associations série et parallèles mélangées. Donc on a au final un dipôle d'impédance Z qui vaut Z de J phi, et on nous dit qu'il est alimenté par un courant I qui vaut I0 cos oméga t. Alors déjà on s'aperçoit que I ne possède pas de phase à l'origine, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure. Bah oui, puisque la phase de l'origine finalement décrit le décalage du maximum de la sinusoïde par rapport à l'instant initial t égale 0. Or, quand on n'étudie qu'un seul signal, on peut toujours choisir l'origine des temps t égale 0 de telle sorte que I soit maximal à l'instant initial. Il suffit de dire que t égale 0, c'est cet endroit ici, cet instant ici, et à ce moment-là, on annule la phase à l'origine. Donc c'est ce qui est fait ici, quand on étudie juste un signal, on peut toujours fixer l'origine des temps pour annuler sa phase à l'origine. En revanche, les autres signaux, une fois qu'on a défini l'origine des temps à un autre endroit, eh bien, les autres signaux, on ne pourra plus décaler l'origine des temps pour annuler la phase à l'origine des autres signaux. Donc voilà, on a un dipôle ici, donc I égale I0 cos oméga t, donc
peut passer tout de suite à la notation complexe pour I. Et on vous demande quelle est la tension en bande de ce composant. Alors, pour répondre à cette question, on applique directement la loi d'Ohm généralisée au complexe. Donc on va définir la tension U en convention récepteur, et on aura U égale Z fois I. Alors vous voyez, l'énoncé nous demande bien la tension, il ne demande pas la tension complexe. Donc on utilise la notation complexe pour répondre à la question, mais il faudra répondre avec la tension réelle. Donc U de t égale Z fois I, c'est-à-dire Z EJφ fois I0 exponentielle J oméga t. Ce qu'on peut écrire ZI0 exponentielle J oméga t plus phi. Et pour revenir en réel, il suffit de dire que U c'est la partie réelle de U complexe. Et on va trouver ZI0 cosinus d'oméga t plus phi. Alors pour dessiner le diagramme de Fresnel, il faut d'abord se rappeler de la définition du diagramme de Fresnel. Donc dans un diagramme de Fresnel, chaque signal est représenté par un vecteur qui va avoir une norme. Et alors la norme, ce sera la valeur efficace du signal. Et son angle par rapport à l'origine, par rapport à une origine des angles, eh bien ce sera sa phase de l'origine. Ce sera la phase à l'origine du signal. Alors, je dis l'origine des angles, on l'appelle aussi l'origine des phases. Alors, voyons tout de suite sur un exemple. Ici, nous avons I qui vaut I0 cos oméga t, et, pardon, ça c'est petit i, le courant petit i, et la tension petit u vaut ZI0 cosinus de oméga t plus phi. C'est ce que nous venons de démontrer. Et bien alors, définissons l'origine des phases comme étant cette droite horizontale. Et bien on voit que I va être un vecteur non incliné par rapport à l'origine des phases, puisque la phase de l'origine de I est égale à 0. La norme du vecteur représentant I sera égale au courant efficace, qui est égal à I0 sur racine de 2. Donc nous aurons ici, pour I, un vecteur de longueur I efficace. Pour U maintenant, eh bien, la phase à l'origine de U, c'est phi, donc on va la supposer positive ici, et la tension efficace, ce sera ZI0 sur racine de 2, c'est-à-dire Z fois I efficace, et donc le vecteur représentant I, ce sera représentant U, pardon, ce sera un vecteur incliné de phi par rapport à l'origine des phases, et de longueur ZIF. Donc ça, ce sera U. Alors là j'ai mis IF pour dire la longueur, mais si je veux juste dire de quel signal on parle, je peux mettre I. Et voici donc la représentation complexe associée au courant I et à la tension U. Et donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser tout ça de manière à calculer la puissance instantanée et la puissance moyenne consommée par un dipôle. Et d'après ce qu'on a vu, je vous laisse chercher, avant la prochaine fois, quelle est l'expression de la puissance instantanée consommée par un dipôle. Montrer que c'est quelque chose qui va osciller à 2 oméga et qui aura une valeur moyenne. Donc montrer que la puissance instantanée consommée par un dipôle est la somme d'une valeur moyenne et d'une oscillation de pulsation 2 oméga, donc essayez de chercher ça. Et puis montrer que la puissance moyenne est en fait le produit scalaire du vecteur U et du vecteur I dans le diagramme de Fresnel. Donc on verra tout ça très rapidement dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez essayer de vous entraîner à le démontrer. A très bientôt.